Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Ensemble c'est mieux. Nous vivons une période inédite dans le monde. Le coronavirus est la première pandémie mondiale du 21e siècle. Le confinement a chamboulé nos vies, on l'a vu. Quelle leçon de vie a-t-on tiré de cette expérience forcée? Sujet passionnant que l'on va aborder ce matin. Mais ne perdons pas nos bonnes habitudes. Place à Evan qui, comme chaque jour, ouvre le bal. Salut Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Salut Anne Fanté, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver après ce week-end frisquet. Et ben moi je vous propose de parler de voile aujourd'hui, c'est pas le froid qui va nous arrêter. On est en duplex de Plescop à côté de Vannes dans le Morbihan avec Marion. Salut Marion. Salut Evan. Alors toi tu as créé un voile un peu particulier qui s'appelle le Tiwal et là on est dans votre atelier là où vous assemblez les Tiwal. Je te laisse nous présenter un petit peu ton bébé. Eh ben, très bien, le Tiwal, donc c'est le Tiwal 2 que je vais vous présenter. C'est un bateau qui tient dans 2 sacs, c'est un voilier gonflable. Mon objectif, c'était de dessiner un bateau qui soit sans contrainte, qui rende la voile accessible à tous. Donc facile à stocker, facile à transporter. Alors justement, les 2 sacs, on vous les a préparés. D'ailleurs, Vincent, tu peux venir nous rejoindre. Vincent est en charge de nous monter le Tiwal en 15 minutes. 15 minutes. C'est le temps... On le met au défi, 15 minutes, allez, ce sera suffisant. Go Vincent. On se retrouvera tout à l'heure justement pour voir si tu as réussi le défi, mais j'en doute pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs, Marion? Alors, on a un sac avec la coque, qui est donc une coque gonflable. C'est très, très rigide, c'est un nouveau matériau. Et dans l'autre sac, on a la voile, là qu'on voit dans le sac bleu, et toute la structure. Donc, on gonfle d'abord la coque, et ensuite on vient assembler la structure dessus. C'est super simple. C'est en quelques clips et on est prêt à naviguer. On peut aller naviguer n'importe où, on part de n'importe quelle plage. Pas besoin de remorque, pas besoin de cale de mise à l'eau. C'est super simple. Ça a l'air trop bien. Dommage qu'il fasse froid, qu'on ne puisse pas aller naviguer dans le golfe du Morbihan. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce voilier en kit? Eh bien, en fait, depuis toute petite, je fais de la voile habitable avec mes parents, en famille, sur un First 30, donc il y a un voilier de 9 mètres. Okay. Et donc, un jour, j'ai voulu piquer le bateau à mon père, et il n'a pas voulu me le prêter. Donc, je lui ai dit, écoute papa, tu veux pas me prêter ton bateau? Eh bien, je vais fabriquer mon propre bateau et le dessiner moi-même. Et c'est ce que j'ai fait donc avec le Tiwal. Ça vient un caractère de Bretonne. Oui, c'est ça, oui. C'est un beau pied de nez, ce bateau-là. Et du coup, tu es designeuse designer industriel, oui. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé, le premier prototype? Est-ce qu'il flottait? Alors, le premier prototype flottait, ouais. C'était un bateau que j'ai fait, donc j'ai été aidée par des amis et puis donc c'était beaucoup de travail en atelier. J'ai fabriqué la coque moi-même, je l'ai collée moi-même. Et à ma grande surprise, à la première mise à l'eau, il flottait. Ah, dingue. Et alors maintenant, c'était en quelle année ça? Alors, c'était en 2008. Et donc maintenant, 12 ans plus tard, il y a combien de Tiwal qui ont été vendus? Et bien là, on a 1500 bateaux qui naviguent dans le monde entier. Justement, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a toute une communauté de Tiwal qui s'est créée. Alors, on va aller juste faire un petit tour du côté de Vincent. C'est quoi la prochaine étape dans la construction? Alors, là, Vincent est en train de dérouler la coque. Il a assemblé ici une pièce qui va permettre de supporter le gouvernail. Ensuite, il va installer cette pièce-là qui permet d'installer le mât et la dérive, parce que c'est un vrai bateau. Je ne vais pas rentrer dans la technique, et ensuite, il va gonfler le bateau et installer le mât et la voile, et ce sera tout. Et même le gonfleur tient dans les 2 petits sacs. Et le gonfleur tient dans les 2 sacs. On a un gonfleur électrique en fait pour gonfler le volume. Et puis après, on met la pression avec le gonfleur manuel. Bon, on va laisser Vincent travailler. Et nous, on va se retrouver dans quelques minutes, une petite dizaine de minutes, pour, j'espère, naviguer, pas sur le golfe, mais sur le parking. À tout à l'heure, Anne Fanté. Allez, à tout à l'heure, Evan. Alors ce matin, comme je le disais, nous allons revenir sur cette expérience inédite du confinement. Tour d'horizon d'abord des réflexions qui ont éclos. Regardez. Il n'y a pas eu que du mauvais dans le confinement. Ah non, moi j'ai trouvé ça trop stressant. 69% des Français sont prêts à être reconfinés s'il le faut. Mais force est de constater que tout le monde n'a pas vécu cette expérience de la même façon. Les personnes seules, les retraités, les familles regroupant plusieurs générations ou monoparentales ont trouvé le confinement plus pénible que le reste de la population. Pour d'autres, le confinement a été l'occasion d'un retour sur soi et sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous autres humains, c'est d'abord les autres. Pour 67% des Français, ce sont les interactions sociales qui ont le plus manqué pendant le confinement.
Alors, on a fait des concerts confinés sur Internet, on en a profité pour passer un coup de fil aux amis perdus de vue ou à Tati Daniel. Et bien sûr, on a applaudi aux fenêtres pour les soignants et pour la joie de voir nos voisins. Comme quoi, même confinés, ensemble, c'est toujours mieux. Ensemble, c'est toujours mieux. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner dans notre émission ce matin. Alors, je commence avec Marie-Françoise Roger. Vous êtes retraitée, vous avez 4 enfants, vous êtes grand-mère de 8 petits-enfants, c'est exact. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le soir où le président Emmanuel Macron annonce le confinement ? Moi, j'étais avec mes petits-enfants, avec 2 de mes petits-enfants. Et eux, ils étaient ravis parce qu'ils n'allaient plus à l'école, donc ils étaient ravis. Et après, pour nous, c'était un peu l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Et le mot guerre qui avait été prononcé, c'était un mot fort. Ouais. Qu'est-ce qu'on allait faire? Voilà. Vous étiez tétanisée? Tétanisé, oui. C'est le mot. Tétanisé, oui. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le mot guerre? La guerre, bon, moi, j'ai pas vécu la guerre, mais il y a toute l'histoire. Donc la guerre, pour moi, c'est dramatique. Donc on changeait d'époque. Didier Merrill, vous êtes restaurateur, papa d'Engie qui a 9 ans. Comment on tente de rassurer sa fille quand on est soi-même choqué? Je crois que moi, pour ma fille, elle a vu ça un peu plus de loin, effectivement, contente et pas contente de plus aller à l'école pour les devoirs, mais pas contente de plus voir ses copines, par exemple. Ouais. Et ils n'ont pas vécu ça, je pense pas qu'ils aient vécu ça assez durement, quoi. Pour eux, c'était pas très dur, quoi. C'est vrai que c'était plus de temps en famille, plus de temps ensemble, plus de temps à faire des choses, quoi. Et vous, c'était l'état de choc aussi, j'imagine? Moi, c'était alors très compliqué au début. C'est vrai qu'on est passé le moral du très haut, du très bas à très haut, et ce sentiment d'impuissance et de pas de visibilité, pas de perspective, on ne sait pas quand on va reprendre, on ne sait pas quand ça va redémarrer, on ne sait pas comment ça va arrêter, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si tout va. On ne sait rien, quoi, finalement. Patricia Blin, vous êtes psychologue. On voit Didier Merrill traversé par des tourments. Donc, il y a eu d'abord cet état de sidération. En quoi ça nous ébranle, nous, en tant que Français, qui avons l'habitude d'être plutôt bien accompagnés, ou pris en charge, effectivement. Ouais. Donc, effectivement, ce qui est arrivé, ça nous est un peu tous tombé dessus. Hein. On le voyait arriver de loin, tout ça, mais tant que c'était pas chez soi, voilà, on pouvait encore être un peu rassuré. Et puis, alors ça bouscule. Puisque en quelques heures, tous les repères de sa vie, toutes les coordonnées de sa vie s'effondrent. Voilà, en tout cas, demain, c'est plus pareil. Donc, mais ça, en même temps, c'est aussi le mouvement de la vie. L'inconnu, c'est le mouvement de la vie. Hein. Sauf que là, ça a été brutal. Et quand Marie-Françoise parle de guerre, ça aussi, ça a été... oui, alors il y a peut-être voilà, il y a eu le choc peut-être des mots employés. C'est là qu'on réalise aussi l'importance des mots que l'on emploie, hein, et la résonance des mots. Alors effectivement, ça a eu une résonance particulière probablement pour ceux qui l'ont aussi traversée. Et puis c'était une guerre quand même invisible, parce que c'était c'était un virus, mais tout était invisible. Hein, donc ça a créé aussi beaucoup de confusion parce que tout le monde se méfiait aussi presque de son voisin. Donc ça a mis aussi beaucoup de doutes, en tout cas. Et justement, Marie-Françoise, comment vous avez vécu les premiers jours de confinement? C'était un peu irréaliste? On a de la chance, on habite dans une maison, dans un jardin, donc on sortait dans notre jardin, il faisait beau, donc c'était bien. Mais on était calfeutrés chez nous, on ne bougeait pas, on n'allait pas chercher nos courses. Il y avait des voisins plus jeunes que nous qui nous appelaient en nous disant on peut faire vos courses si vous ne voulez pas sortir. Et c'est vrai, on se disait, mais on est en guerre contre un ennemi invisible. Et avec vos petits-enfants, comment ça s'est passé alors? Alors les petits-enfants, on en a 6 sur la région rennaise, donc c'était par téléphone. On en a 2 sur Strasbourg. Alors eux, ils étaient en épidémie. Plus, c'était dans l'Est à l'époque. Donc c'était par micro-ordinateur, FaceTime, on se faisait des apéros. Mais c'était compliqué à vivre quelque part parce qu'on avait une belle-fille qui était infirmière. Donc il y avait toute cette relation-là. L'inquiétude par rapport à son travail, par rapport aux contaminations éventuelles. Donc c'était pas facile à vivre. Et vous, Didier Merrill, alors vous êtes restaurateur, donc pour votre activité, ça a été hyper compliqué. Et dans votre vie personnelle, comment vous avez pris les choses en main?
Déjà, il a fallu accepter la fermeture, parce que c'est vrai que même si elle a été officialisée le samedi soir, nous, ça fait 30 ans qu'on... Enfin, moi, on travaille tout le temps, quoi. Ça fait 30 ans qu'on est ouvert tous les jours, et du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la maison. Alors, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir une maison, un jardin, et il y a eu du beau temps, donc c'était quand même assez facile à vivre, mais ça nous a rapprochés les uns les autres, j'entends au niveau du foyer familial, quoi. J'ai pu tout de suite passer beaucoup plus de temps avec ma fille, avec ma femme, et puis vivre des moments qu'on ne vivait pas. Moi, j'ai eu très peu de soirées avec mes enfants, parce que j'en ai plusieurs. On parle que d'Engie, mais tout de suite plus de temps avec mes enfants, avec ma femme. Est-ce que vous aviez le sentiment justement de rattraper le temps? C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Enfin, ça s'arrêtait et on pouvait profiter de tout ce qui... Je ne sais pas, mais vivre différemment en prenant les bons côtés du confinement, quoi. Donc le bon côté, c'était avoir un temps libre H24, quoi. Du coup, on n'a plus de cycle, on n'a plus d'impératif pour se lever, on n'a plus d'impératif de rendez-vous. Donc c'est H24 pour la famille et les gens qui sont dans le foyer, quoi. Justement, qu'est-ce que ça dit de notre époque, Patricia Blin, se dire qu'on profite finalement de l'instant présent qu'en moment d'épidémie mondiale? Quelque part, il a fallu que ça s'arrête pour qu'on puisse prendre peut-être ce temps-là, si on était en capacité aussi de le prendre, parce que c'est pas toujours facile et évident d'être aussi bousculé. En tout cas, j'entends dans vos témoignages ce temps que vous avez peut-être pris, qui s'est aussi imposé, et puis vos enfants, vos petits-enfants vous ont fait signe, et puis donc il y avait tout ce temps-là que vous avez pu prendre le temps aussi de la richesse humaine, chose aussi qu'on oublie parce qu'on est tous pris dans ce temps, de l'immédiateté aussi. On fait beaucoup de choses en même temps et à la fois. Et puis là, il y a eu ce moment ouvert pour qu'on puisse se poser aussi. Voilà. Je vous en prie, vous pouvez poursuivre. Oui. En tout cas, prendre ce temps, de se poser, tout simplement. Justement, on va regarder un petit extrait de votre collaboration culinaire avec votre fille Engie, Didier Merrill. Ça va vous rappeler quelques souvenirs. Bonjour Engie. Sawadika. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? วันนี้แองจี้เป็นคนไทย Donc aujourd'hui, Engie est habillée en thaï parce qu'on va faire une soupe de Saint-Jacques à la thaïlandaise. Comme une soupe thaï. Yes. ค่ะ Donc tu me parles que en thaï aujourd'hui. ค่ะ Ah, kapum kap. Alors ce sentiment quand même d'être projeté dans un monde numérique, vous qui avez le sens du contact, qu'est-ce que ça a changé chez vous, le confinement? Vous imaginiez faire des vidéos avec votre fille Alors pas froidement tout de suite au départ, mais c'est vrai que c'était l'idée de trouver une solution, de trouver quelque chose à faire, d'avoir une raison de se lever, d'avoir quelque chose à faire dans la journée. Et puis d'aider tous ces gens qui avaient toutes ces pâtes et tout ce riz chez eux. Parce qu'au départ, c'est parti comme ça. En fait, on s'est dit, je me suis dit, tiens, on va faire des recettes où les gens vont pouvoir cuisiner les pâtes autrement que des pâtes au beurre ou des... Voilà, donc on a commencé là-dessus. Et puis très vite, ma fille m'a rejoint. Je me suis dit, ce serait quand même drôlement bien de proposer aux gens des recettes très faciles, très accessibles et à faire surtout avec ses enfants. Comme ça recrée un moment avec les enfants, quoi. On voit que Didier Merrill, en fait, finalement, il a toujours voulu rester actif là où certains se sont dit, bon, je vais prendre le temps pour moi. Qu'est-ce que ça dit, Patricia Blin? Je vais lui renvoyer la question. Je ne peux pas parler pour vous. J'ai besoin d'avoir plein de choses. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de dire que chaque problème est un cadeau. Là, le cadeau du confinement, c'était de retrouver sa famille, de trouver du temps, faire des nouvelles choses. Et puis, moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose en tête. Je ne peux pas rester oisif comme ça. C'est très propre à chacun, en fait. Absolument, parce que même si on a tous traversé ce moment-là... Parce que moi, personnellement, pour tout vous dire, moi, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit pendant 3 semaines. Impossible de lire. Et quand je vois Didier Merrill, je me dis, mais mince, je n'ai pas capitalisé ce temps. Alors, attention à la culpabilité. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de ça parce que tout le monde, en tout cas, il y avait aussi sur les réseaux sociaux, faire du yoga, de la méditation, tout ce qui va bien. Cette pression aussi. Voilà, une pression, exactement. Donc,
Qu'est-ce que ça dit ? En fait, on retombe, on arrête une pression, mais on repart dans une autre pression. Hein, donc, voilà, mais ça dit aussi quelque chose probablement de soi. Mais ça, après, je laisse chacune y penser. Hein. En tout cas, j'entends que votre fille est venue vous solliciter et puis vous avez entendu quelque chose. Mais c'est aussi dans votre rythme de vie. Et puis, en tout cas, c'était ouvert aussi aux autres. Parce que les vidéos, je pense que vous les postiez, oui, c'est ça, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comment, de ce qui vous arrivait, vous en avez aussi, vous l'avez ouvert aux autres. Voilà, ça crée aussi un lien qu'on avait dans le commerce habituellement. Avec les... Là, du coup, on avait des liens sur Messenger. Beaucoup de gens nous envoyaient des messages, nous demandaient des recettes et ça crée une interaction avec beaucoup de gens. Marie-Françoise, vous, comment vous avez occupé vos journées ? Vous étiez plutôt de ceux qui étaient proactifs ? Alors, la première semaine, rangement. Pourtant, j'ai tout mon temps pour faire du rangement, mais là, j'avais des objectifs, rangement de ceci, rangement des papiers, rangement des armoires. Et après, je me suis lancée dans la cuisine. Aussi, j'ai suivi des cours de cuisine sur les réseaux, sur Internet. Et j'avais mes petits-enfants, toujours mes petits-enfants de Strasbourg, surtout le gars, qui me demandaient des recettes parce que le papa et la maman étaient en télétravail. Et ils voulaient faire des gâteaux pour le goûter. Donc, on me sollicitait pour des recettes, pour faire des gâteaux, Donc, c'était une façon de m'occuper. Donc, je faisais en amont, je testais et je leur envoyais. Et juste une question qui vient. Est-ce que vous avez appris à mieux vous connaître, Marie-Françoise ? Est-ce que vous avez découvert des ressources insoupçonnées ? Oui, parce que, par exemple, la pâtisserie, c'était une chose que je ne savais pas faire. Et je me suis mise à la pâtisserie en suivant scrupuleusement les températures, les quantités, ceci, cela. Et je me suis dit, c'est pas tip-top, bien sûr. Je ne suis pas pâtissier, mais je vais dans le bon sens. Et vous, Didier Merrill, est-ce que vous avez découvert des nouveaux pans de votre personnalité ? J'ai surtout constaté cette envie de toujours faire quelque chose. Parce qu'on a fait des recettes, mais on a refait aussi tous les extérieurs de la maison. On a repeint 4 fois la maison. On a refait toutes les. Il fallait vraiment s'occuper, quoi. Surtout besoin de la tête occupée par quelque chose, quoi. On en parlait en préparant cette émission, Patricia Bien. Le confinement aussi a mis en lumière la mort. Quelque chose qu'on n'a plus envie de voir dans notre société. Tout à fait. Oui, depuis plusieurs décennies, en fait, la mort, elle est repoussée. On ne veut pas trop la voir. Elle est un peu vécue comme une ennemie, justement, à combattre. D'ailleurs, là, dans cette histoire, c'était la maladie à combattre, donc c'est-à-dire au bout la mort. Mais en même temps, je vais le dire comme ça, la vie et la mort vont aussi ensemble. Une chose ne va pas sans son contraire, si on peut parler de contraire. Donc effectivement, on est dans une société où tout est maîtrisé. Tout est calculé, tout est prévu, tout est pris en charge, ou presque. Et là, devant l'incertitude, mais en fait, je crois que chacun était au plus profond, avec ces questions existentielles, touché avec cette possibilité que nous sommes tous mortels. Donc là, ça a pris une résonance particulière aussi. Alors c'est cette prise de conscience, même si on le sait tous, mais quand tout d'un coup ça arrive et que, oui, ça peut aussi m'arriver, c'est encore autre chose. Ça vous parle, cette question d'idées existentielles, Marie-Françoise ? Oui, parce que nous, on entendait sur les ondes les personnes âgées, les personnes ayant des maladies, donc ça faisait peur. Oui. Et ça pouvait nous toucher, Michel Chapin, je vois que vous êtes attentif à ce que dit Marie-Françoise, ça vous parle ? Oui, c'est vrai que ça nous touche. Oui, moi je sais que j'ai une sœur qui est en EHPAD. J'ai pas pu aller la voir, quoi. Je pensais à elle très souvent. Je pensais à elle sans arrêt, quoi. Est-ce que vous avez eu un contre-coup après le déconfinement, comme un sas de décompression rapidement, Didier Merrill ? On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Vous, en tant que restaurateur, vous êtes reparti. Vous parliez de 3 semaines de confinement. Nous, on a eu 3 mois. On a eu quand même 3 mois. Mais dès qu'on a rouvert, on a retravaillé. C'est reparti sur les chapeaux de roue. On a super. Donc, l'esprit est occupé, quoi. Marie-Françoise, il y a eu un sas de décompression. C'est passé. Parce que on a une maison de famille à Quiberon, et là, on a pu partir. Loin de la maison où on était pourtant bien dans notre jardin, mais là on a pu partir voir l'océan, et c'était un plus. Et d'ailleurs c'est une phase importante, rapidement, Patricia Blin, cette phase de décompression quand on vit des gros bouleversements. Alors le déconfinement,
Ça peut paraître peut-être un petit peu surprenant, mais n'a pas toujours été forcément bien vécu. D'accord. Parce que le confinement imposait des règles très, très strictes, très balisées. Et puis le déconfinement arrivait, mais finalement cette histoire, elle n'est pas réglée. Et on va vivre encore longtemps dans cette incertitude. Mais en même temps, je rebondis quand même sur vos témoignages parce que... Il reste quelques secondes. Hein. Oui, alors parce qu'en fait, vous parlez en fait des enfants, des petits-enfants. Et je tiens à dire voilà, la formidable énergie aussi de ce mouvement, de ce mouvement de la vie. Aussi. Les enfants amènent et enseignent aussi beaucoup de choses. Et vous nous êtes ont appuyé appris dessus. beaucoup de choses. Je suis désolée, c'est la fin un petit peu de notre dossier du jour. C'est un sujet passionnant, on aurait pu en parler des heures. Mais dans on va marquer une pause à présent pour aller retrouver Evan. Evan qui est aujourd'hui avec Marion. Bah oui, parce que moi j'ai un Vendée Globe à préparer, figurez-vous. Et quand on vous disait que le Tiwal de Marion, il tient dans un coffre, eh bien la preuve, voilà, ça c'est fait. Et Marion, je te laisserai envoyer la facture à France 3. Pas de problème. Ça marche ? Super. Bon, alors Vincent, qu'on a vu tout à l'heure, a bien construit le Tiwal en 15 minutes. D'ailleurs, il est là, la preuve, on l'a mis dehors parce que la voile, elle ne rentre pas sinon. Il a tout d'un grand, ce voilier, j'ai envie de dire. Ah bah c'est un vrai bateau. Là, la coque, en fait, elle est gonflable, comme on le disait tout à l'heure. Mais en fait, c'est un matériau qui est hyper dur. C'est ce qu'on appelle le textile à double paroi. Donc, c'est une vraie coque. On a une grande voile. Alors, c'est une voile qui s'enroule autour du mât pour simplifier la logistique parce qu'en fait, c'est un bateau. Celui-ci, c'est notre deuxième bateau, donc qui, lui, est destiné au voilier habitable. Donc, on peut l'emporter dans les soudes d'un voilier habitable. Ça remplace une annexe. Alors oui, on peut l'utiliser comme une annexe à voile ou on peut l'utiliser aussi comme un jouet au mouillage pour toute la famille. Alors naviguer, soit le papa, la maman vont dans des fortes conditions de vent et là on a un bateau qui est vraiment sportif. Ou alors les enfants peuvent même apprendre à naviguer dessus, c'est super simple en fait. Parce qu'en plus on peut tenir à deux, hein, je vois il y a deux places. Et voilà, on peut tenir alors à un adulte et un enfant ou alors un adulte tout seul, voilà. Donc tu nous disais il y a deux modèles, celui-là c'est le Tiwal 2 et le premier modèle est un peu plus grand. Voilà, le premier modèle est un peu plus grand et lui il est destiné à être emmené aussi dans le coffre d'une voiture. Et celui-ci est plus léger, plus compact. Il est vraiment très facile à monter, 15 minutes. On a aussi une dérive qui fait que c'est un bateau qui remonte bien au vent. C'est un vrai voilier qui en a dans le ventre. Il fait que 40 kg, donc c'est facile à transporter, mais aussi à utiliser. Donc, mais alors là, tu me donnes envie d'aller faire de la voile, même si j'ai pas du tout le pied marin. Combien ça coûte ? Alors ce bateau-là, ce modèle-là, il coûte 4 900 €. Ah bah voilà, comme ça le patron de France 3 sait combien il va avoir sur la facture du voilier que j'ai piqué. Combien il y a de pièces dans ce bateau ? Alors le bateau-là, en fait, pour fabriquer un Tiwal comme celui-ci, on a à peu près 90 pièces, peut-être autour de 90 pièces. On a 50 fournisseurs pour fabriquer ces 90 pièces. Il faut savoir qu'on a 50% de nos fournisseurs qui sont en France. On est très fiers de travailler avec ces personnes-là. On a 25% en Europe et après... Oula, ça va chavirer là. 25 €. Bah oui, il a envie de partir. Hein. Et donc les fournisseurs, vous en avez aussi des fournisseurs qui sont bretons, puisqu'on a mis notamment 2 pièces, mais il y en a plus, qui sont faites en Bretagne. Et celles-ci, elles sont faites juste à côté, à Arzal. Voilà, c'est ça. Les pièces sont soudées à Arzal. Et après, donc, on assemble tout le bateau ici à Vannes. Et les bateaux ensuite partent dans le monde entier. Ça, c'est quand même la classe. Est-ce que tu trouves que d'être basé à Vannes, c'est une force pour le développement de Tiwal ? Alors pour nous, être basé à Vannes, c'est une force parce que déjà, il y a la mer. On peut aussi tester les bateaux parce qu'on fait du développement produit. On peut facilement tester les bateaux. Après, c'est le monde de la voile. Et ici, à Vannes, il y a un vrai... économiquement, c'est vraiment intéressant. On peut rencontrer des personnes, parce que monter une boîte, c'est aussi être bien entouré. Et ici, c'est super. On a un vrai... Et puis avec le golfe du Morbihan juste à côté, vous avez un beau terrain de jeu. D'ailleurs, vous organisez des régates, des fois dédiées au Tiwal. On en parlera tout à l'heure. Je te propose qu'on monte à bord parce qu'on a un Vendée Globe à préparer. Allez, c'est parti, tu restes là, tu sautes sur la voile et puis moi, je m'installe, d'accord ? Allez, on y va. Allez. Enfante, on se retrouve au Sable d'Olonne pour le Vendée Globe. Oui, mais par contre, est-ce que tu sais naviguer, mon cher ? Allez. Non, je ne sais pas naviguer, mais j'ai Marion avec moi. À la base pour commencer à faire de la voile. Allez, à tout à l'heure, Evan. On va parler maintenant emploi. Pour la plupart, ils n'ont cessé de travailler pendant le confinement. Ils ont même parfois endossé le rôle d'ange gardien dans les immeubles. Vous allez comprendre tout de suite. Voyez le portrait d'Awa. Le CAP gardien d'immeuble est une action de formation qui se déroule sur 8 mois. Durant ces 8 mois, le stagiaire va être en immersion professionnelle dans une entreprise durant 12 semaines. Ensuite, différents blocs de compétences
constituent ce diplôme, éducation nationale. Dans un premier temps, l'enseignement général. Ensuite, différents blocs de compétences liés à du technique et du professionnel. L'hygiène et propreté des locaux, la gestion locative, ainsi que la relation client, la relation avec les locataires. Ce diplôme permet d'être reconnu par les différents bailleurs sur le territoire national. C'est finalement Nicolas qui vient de nous présenter un petit peu le métier de gardien d'immeuble. On retrouve maintenant Annie Perrine-Constantin. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Lannion. Alors, on vient de l'entendre à peu près par rapport à ce que nous disait Nicolas, c'est être multicasquette que d'être gardien d'immeuble. C'est un métier plus exigeant qu'il n'y paraît, hein. Oui, il y a beaucoup de compétences qui sont requises. Il faut avoir un excellent sens du relationnel, savoir écouter, mais aussi avoir des compétences un peu techniques pour tout ce qui est maintenance, entretien. Est-ce qu'il faut être forcément diplômé pour devenir gardien d'immeuble ? Non, c'est un métier qui est accessible sans formation. Après, c'est facilité par l'obtention d'un CAP. Ça peut être un CAP gardien d'immeuble, agent de propreté et d'hygiène ou agent de sécurité. Oui, où est-ce qu'on peut exercer ce métier autrement que dans un immeuble ? C'est dans des offices publics, sociétés immobilières, pour des syndicats de copropriété, des sociétés de services et aussi dans des collectivités territoriales. Et quel est le salaire dans le métier ? C'est à peu près 1 700 € net. Après, à ça, il faut rajouter les pourboires. C'est une pratique qui est assez courante dans le métier. Est-ce que c'est un métier qui est voué à disparaître ? Alors, ça tend un petit peu à diminuer avec le développement des interphones, mais ça existe quand même beaucoup dans les grands ensembles de l'habitat social. Après, il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont à venir, donc des postes qui vont être à pourvoir prochainement. Et pour ceux qui souhaitent postuler, un petit conseil ? De se rendre sur le site La Bonne Boîte et de regarder un petit peu au niveau du lieu de vie les entreprises qui recrutent. Là, par exemple, sur le secteur de Rennes et 10 km aux alentours, il y a environ 15 postes à pourvoir. D'accord. Enfin, des entreprises susceptibles de recruter, pardon. Super, merci pour le bon plan. Merci Anne-Marie Constantin d'avoir été avec nous. Un dernier conseil pour la route, un conseil capital quand vous êtes à la recherche d'un emploi. Il faut toujours garder au maximum confiance en soi. Arthur Pasticos nous donne les clés. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Comment garder confiance en soi en recherche d'emploi ? L'objectif, c'est de trouver un boulot. Pour l'atteindre, cela peut parfois prendre plus de temps qu'on ne le veut. Ne vous découragez pas. La manière la plus simple de booster sa confiance en soi, c'est d'établir des objectifs atteignables avec des résultats visibles à court terme. Cela va de contacter 3 entreprises chaque semaine à ranger son bureau. C'est par exemple ne rater aucun cours de sa formation en ligne ou devenir bénévole 2 heures par semaine dans une association. Vous restez dans l'action, et ces petites réussites, dans votre recherche d'emploi comme dans votre vie quotidienne, sont une source de satisfaction et de contact. Rien de tel pour rebooster l'estime de soi. Dans cette situation, plus que jamais, faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre page emploi. Ce matin, on avait aussi envie de vous parler jardinage. Petite question ici, est-ce que quelqu'un détient son permis de végétaliser ? Non. Non. Michel Chapin, vous, en tant que membre de la Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine, vous l'avez ? Je ne sais pas si ça existe, à vrai dire. Eh bien, vous allez voir, c'est notre idée du jour, regardez. Béton, goudron, c'est pas folichon ce quartier. Et si on végétalisait ? Envie de mettre un peu de verdure près de chez vous ? C'est possible. Aujourd'hui, la plupart des villes accordent aux citoyens la possibilité de jardiner dans l'espace public. Il suffit de demander un permis de végétaliser. Si votre demande est acceptée, vous pourrez par exemple obtenir le percement d'un trottoir pour faire pousser une plante grimpante, l'installation de bacs et de jardinières, ou encore fleurir des pieds d'arbres. Le principe, c'est que c'est vous qui en assurez l'entretien. Émilie a obtenu son permis de végétaliser et a commencé par s'occuper des pieds d'arbres devant chez elle. C'est tout simple. J'ai commencé simplement par retirer les déchets. J'ai commencé à planter des graines chez moi, à les faire monter en semis. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai raté pas mal de choses. Mais de fil en aiguille, d'autres personnes ont commencé à s'approcher, à venir me poser des questions. Et j'ai petit à petit constitué une équipe de jardiniers de rue avec lesquels on a transformé le quartier. Alors si vous aussi vous voulez végétaliser votre quartier, c'est tout simple. Commencez par demander à votre mairie un permis de végétaliser.
Alors, est-ce que certains ici sont tentés de passer leur permis? Marie-Françoise? Je ne sais pas encore, je sais pas. En tout cas, Michel Chapin, vous avez été la première à initier le mouvement à Rennes il y a bientôt 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à végétaliser, en tout cas pour commencer, la bordure de votre maison? Eh bien, j'habite un quartier de Rennes où les maisons sont en bord de trottoir. Ce sont des maisons en pierre, mais toutes les rues sont assez minérales puisqu'il n'y a pas de végétal dans les rues. Et ça me manquait parce que bien qu'il y ait un jardin, mais ça me dérangeait de ne pas avoir un petit peu de verdure près de la porte d'entrée. Et comment vous est venue l'idée? Je voyais dans les pays du Nord, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, etc., beaucoup plus de végétal dans les villes que chez nous. Même quand on va sur la côte, dans certaines stations, on voit des roses trémières, on voit des petites choses de ci, de là. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Pourquoi est-ce que le végétal ne vient pas un peu plus dans nos rues comme ça? Et justement, ça a été difficile de convaincre la mairie, hein, c'est ce que vous me disiez, pour avoir ce permis. Moi, je l'ai commencé sur ma propre maison parce que j'avais une gouttière qui me dérangeait, qui n'était pas belle, et j'ai commencé à enlever le bitume autour de la gouttière pour planter un lierre pour cacher cette gouttière. Et puis, dans le cadre d'une association de notre quartier, nous avons incité les habitants. Notre première conférence, c'était en 95, la nature à votre porte. En fait, nous avons essayé de montrer aux gens que dans d'autres pays que les nôtres, justement dans les pays du Nord, les habitants avaient dans les villes le droit de végétaliser devant chez eux. Notamment, dans certains pays, les trottoirs ne sont pas en bitume mais en dallage. Donc ils avaient le droit d'enlever certains dallages et de planter. Et si l'habitant après ne s'intéressait pas, il remettait les dalles et voilà, c'était... Alors, je pense que ce chiffre va vous intéresser. Rennes figure à la 7e place des villes les plus vertes de France, Brest à la 10e, selon le palmarès dressé par l'Observatoire des villes vertes de France. Justement, on retrouve au téléphone depuis Paris Jean-Philippe Teilleul. Vous êtes le secrétaire général de l'Observatoire des villes vertes. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour, tout à fait, je suis avec vous, je vous écoute. Quels ont été les indicateurs retenus pour dresser ce palmarès flamboyant pour les villes bretonnes? Alors, il y a 5 critères pour ce palmarès. Un, c'est les efforts d'investissement dans les espaces nature, l'entretien et la préservation de la biodiversité, la promotion de la nature en ville, le patrimoine vert accessible et l'évolution entre deux vagues de l'enquête. Que vous inspire ce classement, Michel Chapin? Rennes 7e, Brest 10e, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pourtant, je trouve que notre ville n'est pas très, très verte dans ses rues, quoi. Donc, il peut mieux faire, peut beaucoup mieux faire. Mais c'est vrai qu'il faudrait sensibiliser davantage les habitants, demander un petit peu plus, peut-être par rue, que les gens se parlent et essaient ensemble de végétaliser un petit peu leur rue. C'est peut-être ça. Justement, Marie-Françoise Roger, Didier Mier, est-ce que vous avez le sentiment de vivre dans des villes vertes, vous à Châteaugiron et vous à Dinard? Dinard, c'est très vert. C'est une ville très, très fleurie. Sur Dinard, c'est magnifique. C'est bien entretenu. Il y a beaucoup de jardiniers. La municipalité est très ouverte et veut une ville très verte. Donc, nous, RAS, et tout va bien. Et Châteaugiron aussi. Donc, c'est très vert. Il y a 4 fleurs à Châteaugiron. Donc, c'est une commune qui est très verte. Monsieur Teilleul, quels sont finalement les bienfaits de la végétalisation des villes? Il y en a une multitude. Alors, on peut pour les hommes, pour commencer. Déjà, il y a la préservation. Il y a déjà la préservation de la biodiversité. Effectivement, l'espace urbain peut être un creuset pour la biodiversité dite ordinaire. Et on voit qu'en ce moment, on parle beaucoup des enjeux de biodiversité. Il y a une vraie crise au niveau de la biodiversité en France. Et la ville, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être un lieu formidable de vie et d'expression de la biodiversité. On a également en avantage la baisse des températures dans les villes. On le voit avec le changement climatique, les épisodes deviennent de plus en plus extrêmes. Quand il pleut beaucoup plus. Quand il fait chaud, il fait beaucoup plus chaud. Et le végétal et la désimperméabilisation des sols viennent apporter à la fois de la résilience et viennent lutter contre les îlots de chaleur. Voilà. Dans les autres éléments, bien évidemment, créer du lien social. On le voit
notamment liées à cette pandémie. Les Français souhaitaient, notamment dans les grandes villes, la réouverture des parcs, se revoir. C'est des lieux de convivialité. Et également, ça apporte énormément de bienfaits à la santé de nos concitoyens. Un, parce que ça les incite à une activité physique, aller se balader, faire du sport dans les parcs, etc. Mais également, ça apporte beaucoup de choses sur la qualité de l'air. Notamment, les végétaux ont une vraie capacité à capter les particules fines qui sont très nocives et qui sont la cause de beaucoup de problèmes respiratoires et d'allergies, mais également captent du CO2. Petit chiffre à vous donner, vous savez qu'un grand arbre arrive à absorber pendant toute sa vie 5,4 tonnes de CO2. Si jamais on compare, c'est l'équivalent d'un Airbus A320 sur 600 km. En tout cas, je crois qu'on est bien convaincus des bienfaits après cette liste longue. Michel Chapin, comment les habitants, les particuliers que nous sommes, peuvent aider aujourd'hui à la végétalisation de nos quartiers et de nos villes en général ? Eh bien, la ville propose aux habitants de prendre contact avec le service des jardins. Le service des jardins vient voir la maison, enfin le trottoir où il y a possibilité de végétaliser. Bon, il y a des clauses à remplir, hein, je ne les suis plus très bien maintenant, mais à mon époque, mais je crois que c'est encore toujours valable, il y avait le droit de décaisser sur 15 cm en pied de maison, c'est la longueur que l'on souhaite, pour végétaliser ensuite. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire beaucoup mieux et beaucoup plus, hein, parce que la ville commence d'ailleurs à enlever un petit peu de bitume sur les trottoirs, mais il y aurait lieu de le faire déjà encore beaucoup plus, parce que je ne sais pas si j'ai un petit peu le temps de parler, mais il y a eu des étudiants de l'école d'architecture de Rennes en 2006, je crois, qui ont fait un mémoire de fin d'études, la ville plus 6 degrés. C'était tout à fait d'actualité. Il faudrait ressortir ce mémoire et en tirer des enseignements, parce que déjà, ils initiaient des choses très, très intéressantes, notamment d'enlever beaucoup de bitume sur les trottoirs. Et je vois qu'on continue à bétonner, à bitumer les trottoirs. Des axes importants comme la rue de l'Alma, où on a mis des dallages sombres qui sont insupportables en plein été et pas suffisamment d'arbres, quoi. Justement, Jean-Philippe Théal, comment les villes peuvent me faire, pardon ? Alors, il y a à la fois des actions qui sont menées à l'initiative des villes. Hein. Donc ça, en fait, chaque ville a l'obligation, ou intercommunalité, de rédiger un plan local d'urbanisme. Et en fait, donc, ce plan local est l'outil de planification de l'ensemble des espaces urbains. Et ben effectivement, là, c'est l'occasion de mettre des obligations de végétaliser, c'est-à-dire pour toute nouvelle construction d'un bâtiment, mettre une toiture végétalisée, ou alors mettre une obligation de réserver un certain nombre de mètres carrés à des jardins partagés. Lorsqu'on va être sur la rénovation des infrastructures urbaines, les végétaliser, ce que dit madame a effectivement du sens. Hein. On voit de plus en plus une tendance de fond lorsqu'on vient rénover des places, des rues, etc., de venir décaisser et venir mettre des végétaux. Après, il y a également tout un tas d'actions qui sont possibles directement de la part de nos concitoyens et des particuliers. Des petites astuces, il nous reste quelques secondes. Ils peuvent laisser plus de place au végétal chez eux, notamment. Et on l'a dit, hein, il y a des budgets participatifs qui existent. Les citoyens doivent s'en emparer. Et également, ces permis végétalisés qui deviennent vraiment à la mode. Il y a plus de 4 villes sur 5 qui en proposent à leurs habitants. Merci beaucoup, Jean-Philippe Théal, d'avoir été avec nous depuis Paris. Je vous en prie. Des bonnes idées à prendre, hein, je crois, Marie-Françoise. Hein, vous êtes d'accord ? Alors, comme j'aime bien le dire, il ne reste plus qu'à faire en cet automne qui commence. Allez, on part faire un dernier saut du côté de Vannes où nous retrouvons Evan et Marion. Et oui, Anne Fantet, toujours chez Tiwal avec Marion qui a construit ce voilier en kit dont on vous parle tout à l'heure. Et alors, on avait envie de vous montrer la carte du monde, non pas pour revoir un peu notre géographie, mais parce que Tiwal, qui est assemblé à Vannes, est exporté dans le monde entier, Marion. Voilà, en fait, on fait 72% de notre chiffre d'affaires dans le monde entier. Et donc, 1500 bateaux déjà dans 50 pays dans le monde. Alors, il y a Hawaï, il y a même au fin fond du Brésil. Alors, comment on fait de la voile sur une rivière, j'imagine ? Je sais pas. Sur une rivière, sur des lacs, plutôt mer, lac, voilà. En Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin bref, le Tiwal s'exporte partout. Alors, si vous venez de nous rejoindre, le Tiwal, c'est un voilier en kit, qui tient dans 2 sacs. On les voit juste ici, dans le coffre d'une voiture. Et en 15 minutes, on monte notre voilier et hop, roulez jeunesse. Alors, Marion, est-ce qu'on peut parler de fans de Tiwal dans le monde ?
Bah oui, il y a des fans de Tiwal. Sur les réseaux, en fait, les capitaines échangent et peuvent se retrouver aussi pour naviguer ensemble. Donc oui, il y a des fans de Tiwal, les capitaines. Et est-ce que vous vous rencontrez des fois, je sais pas, par exemple en Bretagne? Et ben, donc Tiwal organise une Tiwal Cup. Donc c'est un événement qui rassemble les propriétaires de Tiwal, les capitaines. On a, qui a un beau succès d'ailleurs, on rassemble chaque année une cinquantaine de bateaux, ici dans le golfe du Morbihan, et des personnes qui viennent du monde entier. C'est génial, c'est une régate à l'international. On a l'année dernière, on avait des personnes qui venaient du Japon. On a des fans qui reviennent régulièrement des États-Unis. Donc c'est vraiment magique de voir tous ces gens rassemblés sur un événement comme celui-ci. Tu disais qu'il y a 72% des bateaux qui sont vendus à l'export, mais il y en a aussi beaucoup en Bretagne, j'imagine. La Bretagne, c'est là où on a la plus grosse densité de capitaines de Tiwal. Oui. Et quand tu vois tous ces capitaines réunis avec toi et l'équipe sur le golfe du Morbihan, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce qu'on le rappelle, il y a 12 ans, tout est parti d'une idée que tu as eue avec ton papa et maintenant le Tiwal est navigué partout dans le monde. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tous ces gens sur le golfe du Morbihan? Pour moi, c'est effectivement, donc la Tiwal Cup, c'est pour moi l'événement le plus beau puisque ça rassemble tous ces capitaines. Et ce qu'il y a de plus fort pour moi, c'est de voir tous ces sourires, tous ces gens qui s'amusent. Et je me dis que c'est un vrai succès. Et c'est un succès qu'on doit à toute l'équipe, puisqu'on est 10 personnes ici à Vannes. Et donc vraiment, c'est une très très belle aventure qu'on a menée tous ensemble. Alors justement, une aventure qui continue, c'est quoi les prochains projets? Alors les prochains projets, donc on va continuer dans la lignée du Tiwal 2. Alors je peux pas vous dire ce qui va sortir des sacs. Secret, j'ai essayé de négocier le scoop, mais j'ai pas réussi. Donc ce sera toujours on travaille toujours sur des bateaux qui tiennent dans les sacs, faciles à transporter. Et l'objectif, c'est de rendre la voile accessible très facilement et que tout soit simple en fait. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? On peut nous trouver donc sur Internet et puis après on a tout un réseau de revendeurs dans le monde entier. Voilà. Bon super, en tout cas ça donne envie de se mettre à la voile. Merci beaucoup Marion. Je suis ravi qu'on ait pu partager avec vous ce beau projet parce que c'est un projet à 100% pur beurre et qui mérite d'être mis en lumière. Donc merci beaucoup. Et puis demain on se retrouve dans un tout autre univers à l'école internationale de crêperie du côté de Saint-Malo. Anne Fantet, t'es plutôt jambon fromage ou tomate champignon? Moi, je voulais te proposer autre chose. Est-ce qu'on se la fait ensemble la prochaine Tiwal Cup? Ah, c'est une bonne idée, ça, faire une émission spéciale sur la Tiwal Cup. On en discutera, ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Evan, et à demain. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. C'était vachement passionnant de parler avec vous des expériences tirées du confinement. On en reparlera, on se donne rendez-vous dans un an pour faire le bilan. À vous, depuis chez vous, dans quelques instants, votre journal régional. On se retrouve demain. Très belle journée sur France 3 Bretagne.